Bonjour chers élèves, donc je vous retrouve pour ce grand 1 qui va être consacré à l'expansion coloniale, donc cette période de l'histoire où on va avoir la France qui va planter ses griffes un peu partout dans le monde et s'imposer en tant que puissance coloniale majeure, donc se réimposer vu qu'il avait déjà été au XVIIIe siècle avant les guerres avec l'Angleterre. Et là, pour commencer, je vous présente une carte murale. Ça, c'est une carte murale. Vous voyez encore au lycée, mais il n'y en a quasiment plus. On ne les utilise plus depuis qu'il y a les vidéoprojecteurs. C'était finalement destiné aux élèves pour leur montrer le monde tel qu'il était. On le faisait aussi avec des cours d'histoire, avec des grandes images. Là, c'est une carte murale qui est donc destinée aux écoles de la métropole en 1911, juste avant la Première Guerre mondiale. Ce que vous avez en rose, c'est le domaine colonial qui a été acquis depuis 1870. Donc ce que vous avez en jaune, finalement c'est le premier domaine colonial et finalement c'est ce qui va être, ça montre finalement les nouvelles conquêtes. Et c'est vrai qu'elles sont relativement importantes pendant toute la période. Et on emploie aussi des mots avec beaucoup de fierté, pays colonisés par notre race latine, pour désigner tous les pays finalement colonisés par des puissances françaises ou espagnoles, portugaises ou italiennes, et pays où notre langue est parlée par la majorité des Français, donc en violet. Ça, c'est pour vraiment montrer aux petits élèves la puissance de la France qui compte donc 80 millions d'habitants en fait, avec cet empire compte 80 millions d'habitants, ce qui est évidemment destiné à montrer cette puissance de la France. Et effectivement, c'est pendant cette période de 1870-1914 que la France se déploie considérablement. Alors, elle le fait pour plusieurs raisons. Et il le fait aussi pour des questions de rivalité. Et même cette conquête coloniale, elle suscite des débats. Elle n'est pas unanime chez les républicains. Ça, c'est ce qu'on fera dans chacune des trois sous-parties. Alors pour commencer, on va voir ce que c'est que le projet colonial. C'est quoi finalement ce projet colonial, les raisons de cette démarche. Alors, vous avez un document qui est le document 4 page 167, qui est un texte de Jules Ferry. Jules Ferry, on l'a déjà rencontré, c'est le père de l'école publique. Mais c'est aussi un républicain colonialiste, un républicain très très modéré. Et c'est un républicain qui fait partie de ces gens-là, qui, avec une bonne partie des autres députés, sont des fervents défenseurs des expéditions coloniales, ce qui d'ailleurs provoquera la chute même de Jules Ferry, puisqu'à un moment, il sera impliqué dans une offensive, dans une politique coloniale qui ne va pas forcément très très bien tourner. Et ce texte-là, il est assez clair sur les objectifs français. Sur le terrain économique, je me suis permis de placer devant vous les considérations qui justifient la politique d'expansion coloniale, le besoin de déboucher. Ça, effectivement, c'est assez clair là-dessus, c'est qu'on verra, il y a un objectif clairement économique. L'idée d'avoir des colonies, c'est de pouvoir exporter sans concurrence les produits français dans des pays qui sont inférieurs au niveau technologique. Messieurs, il y a un second point que je dois également aborder, c'est le côté humanitaire et civilisateur de la question. Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Alors ça, comme vous le voyez, on le voit aussi avec l'image de droite, c'est que ce projet colonial, il est justifié moralement par tous ses promoteurs, comme le fait que l'Europe est le continent de la race supérieure, le continent de la culture, de la technologie, et qu'il est de son devoir de civiliser le reste du monde, qui, par définition, n'est pas civilisé dans cet esprit-là. C'est ce que vous avez très bien marqué sur l'image de droite, parce que c'est l'aspect, on va dire, qui est le plus laudatif finalement, celui qui montre le meilleur visage de la France de cette époque-là, avec cette Marianne en armure qui ramène le rameau d'olivier, la paix, entouré des grandes gloires de la France. On reconnaît finalement des militaires de toutes les époques, avec un grand bouclier progrès, civilisation et commerce, donc effectivement, donc progrès, civilisation, commerce. D'ailleurs, vous noterez que le commerce est caché par la main, c'est d'ailleurs pour ça que vous aurez un petit faux raccord dans la vidéo juste avant, c'est que j'arrivais pas à le lire au début, c'est qu'effectivement, c'est pas forcément l'objectif dont on se vante le plus. Et on voit donc tous ces pauvres
représentants de l'Empire. On voit des Africains sur la gauche, des Arabes assis, des Indiens, des coquins chinois, c'est le terme qu'on utilisait à l'époque, qui attendent effectivement donc, ce progrès et cette civilisation et tous ces bienfaits. Et effectivement, je pense que ce qui vous a peut-être le plus marqué dans ce texte-là, c'est l'affirmation par rapport dans la République d'une théorie profondément raciste. L'idée qu'on a des races supérieures qui sont donc les races européennes et des races inférieures qui sont forcément les races des autres continents, les Africains, les Asiatiques, avec cette idée souvent que on a soit des peuples qui n'ont jamais eu une grande civilisation, qui sont un peu des grands enfants, qui sont les Noirs, les Africains, soit des populations qui ont fait partie autrefois de civilisations importantes, mais qui sont sur la voie de la décadence. Ça, c'est le cas des Asiatiques et des Arabes. C'est ce que Rudyard Kipling, l'auteur du livre de la jungle, qui est lui aussi l'un des grands défenseurs de l'Inde anglaise, appelait le fardeau de l'homme blanc, l'idée que l'homme blanc est là pour répandre les civilisations un peu partout. Alors on revient sur le concret aussi, sur dans les raisons qui poussent à la colonisation. Un troisième plus délicat, c'est le côté politique de la question. Messieurs, dans l'Europe telle qu'elle s'est faite, dans cette concurrence de tant de rivaux, rayonner sans agir, sans se mêler aux affaires du monde, en regardant comme un piège, comme une aventure, toute expansion vers l'Afrique ou vers l'Orient, c'est abdiquer. Et dans un temps plus court que vous ne pouvez le croire, c'est descendre du premier rang au troisième ou au quatrième. Ça en viendra, c'est que tous les pays d'Europe ont un côté impérialiste. Elles veulent toutes bâtir un empire et bâtir une puissance. Et il y a un effet d'emballement, c'est que la France ne veut pas rester derrière. Surtout pour un régime républicain qui, sur le terrain militaire, a été vaincu par l'Allemagne, sur le terrain continental. Donc cette idée-là, ça va être donc de s'étendre, de conquérir de la gloire et de conquérir de la puissance. Finalement, cette idée un petit peu basique de un peu peut-être territoire, plus peut-être population, plus t'es fort. Qui a duré très très longtemps. Alors, je reviens aussi sur l'aspect économique. C'est vrai qu'effectivement, on retrouve un système qui est encore à la base du système capitaliste moderne. C'est que les colonies, on apporte, c'est ce que vous avez sur le graphique de gauche, des produits, notamment le sucre, par exemple, la France est autonome complètement. 100% de son sucre est produit dans les colonies. Elle est quasiment autonome en riz. Et vous le voyez qu'effectivement, elle va importer énormément, finalement, à très petit prix, voire pas de prix du tout, des matières premières. Et ce qu'on retrouve encore comme équilibre inégal dans les pays, entre les pays riches et les pays pauvres, encore aujourd'hui dans le cadre de la mondialisation. Et de l'autre côté, ça c'est le graphique de droite, elle va exporter. Elle va exporter des bougies, du coton, du sucre raffiné, des machines, des produits chimiques. En fait, tous les produits qui sont produits en France, il y en a beaucoup qui sont consommés par la consommation intérieure, il y en a qui sont commercés ailleurs, mais avec des frais de douane importants. Le gros avantage des colonies, c'est qu'on peut les exporter vers elles en finalement payant très très peu, voire payant aucun frais de douane, et parfois finalement les faisant payer par contre relativement cher aux habitants. Donc c'est du tout bénéf, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Le rapport gain-perte de l'Empire ne sera jamais complètement, totalement bénéficiaire. Ça va dépendre grandement des époques. Parce qu'évidemment, faut les conquérir, ces territoires. Et avant de les conquérir, il faut les explorer. C'est ce que vous avez donc là, c'est qu'on a une époque où, en fait, on explore les derniers territoires inconnus. Ça va durer à peu près jusqu'aux années 1930, finalement, cette exploration. Et en Afrique en particulier, ça va se concentrer sur l'exploration des territoires de l'intérieur. Ça fait très longtemps que les Européens connaissaient l'extérieur du continent africain, ils avaient navigué autour de ses côtes. Par contre, l'intérieur, c'était encore un grand terrain incognita. L'Afrique est un continent massif. La plupart des territoires à l'intérieur n'avaient pas été explorés. Et bien souvent, les explorateurs, ils précèdent les militaires. C'est d'ailleurs que les explorateurs, des fois, ils font signer des traités avec des rois africains qui sont par la suite reconnus par les métropoles. Et quelque part, les explorateurs arnaquent un petit peu les rois africains en les convainquant de se soumettre à la puissance française sans vraiment leur dire toutes les conséquences de leurs actes. Par contre, évidemment, dans un autre cas, une fois que les explorations sont faites, on est souvent quand même obligé d'envoyer l'armée. Et une armée qui est parfois extrêmement violente, ça on le verra, il y a une sorte de manque de respect de la vie du futur colonisé, de l'indigène,
qui est évidemment importante. C'est le problème de tout le racisme. On le retrouve même dans ce qui se passe aux États-Unis avec toutes les émeutes qu'il y a concernant et les protestations pacifiques qu'il y a par rapport au meurtre d'un noir. À partir du moment où vous êtes raciste, souvent vous allez avoir tendance à légitimer la violence ou du moins à totalement l'excuser. Et donc ces expéditions, elles vont être relativement fréquentes. Ça permet à l'armée aussi de rester très très entraînée. Il y a beaucoup d'officiers français qui ont fait d'abord professionnels, qui ont d'abord fait leur grade dans les colonies. Ça va se faire parfois pacifiquement, parfois donc de manière beaucoup plus agressive. C'est le cas à Madagascar, c'est le cas au Tonkin. Donc Tonkin, c'est l'équivalent c'est l'Indochine. Le Tonkin, c'est le Vietnam, le Cambodge, etc. Ça va se faire donc de manière parfois extrêmement violente avec la stratégie de la tache d'huile. Alors que l'armée s'installe dans un coin, elle le contrôle en s'assurant le maintien, s'assurant finalement l'autorité sur quelques monarques locaux. Ensuite, elle utilise les divisions du pays pour s'étendre peu à peu et dominer tout un territoire. Ce qui fait qu'en 1914, l'Empire est devenu beaucoup plus grand. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que finalement, avant, on n'avait que l'Algérie. Maintenant, on a un territoire qui est beaucoup plus grand. C'est ce fameux territoire qui correspond à toute l'Afrique de l'Ouest, en dehors de certaines colonies allemandes qui disparaîtront après la guerre et anglaises, britanniques qui resteront. Et aussi Madagascar, et aussi ce grand territoire indo-chinois qui correspond donc au Vietnam, au Cambodge et au Laos d'aujourd'hui. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi dans ces territoires-là on parle français. Donc cette expansion coloniale, elle va être relativement importante. La prochaine fois, donc à savoir demain je pense que je publierai 2 vidéos, on verra pour finir ce grand 1, on verra qu'effectivement donc cette expansion coloniale elle se fait justement en rivalité avec d'autres pays, et donc on partira de cette carte-là, mais aussi que ça soulève des débats à l'intérieur même de la République. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Post-scriptum, oui, donc j'ai oublié 2 petits trucs que je voulais vous dire. C'est que déjà, sur la fiche des colonies françaises, il y a une chose que je ne vous ai pas dite. C'est qu'effectivement, ce qu'on voit aussi à travers cette gloire, c'est plusieurs drapeaux de la France, et on connaît effectivement les drapeaux de la monarchie française classique, le drapeau à la fleur de lys, on peut reconnaître aussi les drapeaux plus modernes, le drapeau blanc finalement de dernier roi, et le drapeau français, avec chacun des soldats qui correspondent. C'est aussi pour montrer que cette colonie, elle va largement au-delà de la République. C'est une colonisation qui s'est inscrite dans le temps et dans l'histoire de plusieurs régimes. Ça, on y reviendra peut-être un petit peu quand je serai sur le rang 2. C'est qu'effectivement, on a une colonisation qui s'est faite sur un temps assez ancien. Et dernière chose que je voulais vous dire, parce que de mémoire, ça vient de sortir sur Netflix, et moi j'avais trouvé que c'était un super film, donc on est dans le cœur du sujet. C'est le film The Lost City of Z, que je vous recommande fortement, de James Gray, qui raconte l'exploration d'un Britannique qui est assoiffé au début de gloire, de reconnaissance, et qui va essayer d'explorer l'Amazonie et tomber sur ce qu'il croit être les traces d'une cité perdue. Il en bute à l'incrédulité de tous ses contemporains, notamment parce qu'il n'y a aucun de ses contemporains qui croit qu'il peut y avoir une grande civilisation en cœur de l'Amazonie avec ce qu'on estime être des sauvages. Il y a aussi un beau portrait de la Première Guerre mondiale, donc c'est un film que je vous encourage vivement à voir si vous êtes curieux. Cette fois-ci, c'est vraiment fini. Merci.